La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. De faire une histoire de nos prénoms et non avec Aritz. Alors moi, on peut comprendre que des gens, et encore, que des gens confondent Mathieu et Stéphanie, à la fois avec ma tête, normalement j'ai plus une chose de m'appeler Mathieu que Stéphanie, j'espère. Mais toi, Aritz et Zamakola, t'as un peu le... Bon, Aritz, c'est ton prénom, quoi. Oui, effectivement. Et okay. Ça vient du Pays Basque, j'en suis très très fier. D'accord, les deux viennent du Pays Basque, du coup, Zamakola aussi. Oui, okay. Ouais, je suis franco-espagnol. Franco-espagnol. Et là, on a toute l'histoire. Vous mettez quand même des contraintes, parce que j'échange avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais que à distance, qui est le fils de... Je devrais pas le présenter comme ça, mais c'est juste que c'est comme ça qu'on va le situer, le fils de Bikshanteli Sarazu, qui s'appelle Timixta. Oui. Et donc, a priori, il vient pas du nord de la France non plus. Mais alors, vas-y, à chaque fois que je dois écrire son prénom, je suis quand même obligé d'aller rechercher dans mes mails comment je l'appelle pour pas l'écorcher, quoi. Ouais, et mon nom et mon prénom sont écorchés systématiquement. Mais ça me va. Aritz, ça va, à partir du moment où... Comment t'écris Timixta? Ouais, tu sais, toi? Non. Ah, puis c'est bien, pour un basque. Aritz, on n'est pas là pour parler de prénoms, mais pour parler de Resolve Stroke, pour parler de toi, pour parler d'OVNI, pour comprendre un peu ce que vous allez faire. Je dois te dire que... Alors nous, on s'est rencontrés il y a près d'un an, je pense, un peu moins. Au moment où je rejoignais l'aventure OVNI, qui était vraiment encore assez balbutiement, si je puis dire, mais qui avait avancé. Et en fait, l'investissement était, je crois, déjà fait ou en train de se faire. Venait juste de se faire. Ouais. Et pour moi, ça a été assez important, cet investissement. Tu le sais pas, je te l'ai pas dit, mais je me suis dit, en fait, ok, si on peut rentrer dans des boîtes comme ça, autant par l'ambition, par toi, par notre rencontre, par la mission, par finalement beaucoup de bon sens. Tu vas me revenir là-dessus, mais moi je trouve que ton projet, la manière dont vous l'avez abordé, en tout cas dont tu me l'as expliqué, c'était beaucoup de bon sens, c'était une forme de simplicité pour développer quelque chose sans faire des grosses usines à gaz, avec des choses que les médecins utilisent déjà, si je comprends bien, tu vas y revenir. Je me suis dit, waouh, c'est cool en fait. Et c'est vraiment plus même s'il y a de l'innovation, mais tu dis, il y a aussi beaucoup d'usage, quoi. Tu prends en compte beaucoup de choses. Et donc pour moi, je me suis dit, c'est bien. On arrive à rentrer dans des projets comme ça. 2, on a envie, et voilà. Et 3, la relation qu'on a nouée, mais que tu avais déjà nouée avec Arnaud. Et là, j'ai vu que tu l'as nouée aussi avec Augustin et Thomas. Et je me dis, c'est chouette. Tu vois, là, les échanges que vous aviez avec Augustin, je les écoutais d'une oreille, mais on sent qu'il y a des vrais échanges sur le fond, quoi. Ouais, mais t'as entièrement raison. Et en plus, c'est très, très important, surtout au début d'une entreprise, au début d'une aventure, d'avoir ces échanges très informels, quotidiennes avec ces investisseurs. Et on a plein de petits insights comme ça autour d'un café qui sont super importants et qui, moi, ont été utiles depuis un an, depuis le début avec OVNI, et qui continuent de l'être. Ça, c'est extra. On va raconter rapidement ce que c'est Resolve Stroke. Je vais te dire, parce que j'en ai retenu, ça va être rigolo, ça, quand même. Un beau change. Pour moi, tu es capable de prévenir des AVC. Stroke, c'est ça. C'est pas exactement, pas encore AVC. Si, le stroke, c'est vraiment AVC. Ouais. Avec des moyens beaucoup moins importants que ce qui est nécessaire aujourd'hui, notamment, si je ne m'abuse, ça s'appelle comment? Enfin, un IRM, une échographie que potentiellement tous les médecins généralistes pourraient avoir, ou ont, je ne sais pas d'ailleurs, mais dans leur cabinet, ce qui peut changer totalement la donne de la prévention de l'AVC. Voilà où j'en suis. C'est à peu près ça. Il faut être très subtil parce que dans le monde de la médecine, le moindre mot est pesé, on fait très attention. Le réglementaire, faut faire très attention. Mais nous, ce qui est vrai, la base fondamentale, c'est les ultrasons. Ouais. Et on a tendance à beaucoup connaître l'IRM, le scanner, ces beaux outils dans l'imagerie. Mais en fait, la modalité numéro 1, ce qui diagnostique le plus au monde, qui est le plus utilisé au monde tous les jours, c'est l'échographie.
Ouais. Et en fait, beaucoup de gens connaissent l'échographie par l'imagerie du bébé, de l'enfant chez la femme enceinte. Mais en fait, ça fait énormément de choses. Et l'avantage, c'est, comme ça porte bien son nom, c'est du son. C'est pas dangereux, c'est très accessible. Et donc, c'est une modalité superbe. Oui, c'est vrai que, en fait, quand on fait une échographie, tout le monde est dans la pièce. C'est pas le moment où tu appuies sur un truc, tout le monde sort, met un tablier ou se met derrière un écran de protection, etc. Et c'est exactement ça. Donc l'ultrason, ça fait pas de mal. Et c'est la techno qui est utilisée là-dessus. L'ultrason, donc ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Ça envoie des ultrasons, il y a des rebonds, et puis en fonction de ces rebonds, tu as une imagerie qui sort, c'est ça? Exactement. Ça progresse? Et bah, c'est tout le sujet, il est là-dedans. Et donc, les ultrasons, c'est un peu, on connaît la chauve-souris, le dauphin avec le sonar, c'est un peu ça le principe. Et en fait, ça progresse, mais pas tant que ça. Il y avait vraiment l'idée que les ultrasons ont atteint leur plein potentiel et que maintenant la seule solution, c'est de les miniaturiser et de les démocratiser. Et en fait, là où mes deux autres cofondateurs sont venus me chercher, ils m'ont dit, en fait, il y a un gros saut quantique à aller faire avec ces ultrasons et pour aller les utiliser, mais dans d'autres cas d'usage et dans énormément d'autres cas d'usage. Et c'est là où nous, on intervient chez Rivestroke, c'est pousser dans ces retranchements, ce dont on est capable de faire avec les ultrasons, pour améliorer le diagnostic in fine. En effet, parce que quand tu vois même si c'est peut-être un peu plus net, etc. Et puis ça bouge, tu sors des vidéos maintenant quand tu vas voir les enfants, les fœtus dans le ventre de ta femme. Ça reste quand même des images un peu dégueu, quoi. Enfin, t'es pas sur un truc super net. Est-ce que déjà aujourd'hui, si je faisais ça avec un scanner ou une IRM, on verrait beaucoup mieux? Ça dépend des cas d'usage. Mais le médecin, il n'a pas toujours besoin d'avoir l'image la plus nette. Ce qu'il veut, in fine, c'est faire le diagnostic, c'est prendre la bonne décision. Donc on n'est pas là pour être la course à la plus belle image, on n'est pas là pour la course pour être le plus bel outil. On est là pour donner systématiquement le bon diagnostic, enfin c'est le médecin qui fera le diagnostic, mais lui donner l'outil qui lui permet de le faire. Ok. Et alors, en quelques mots, pour comprendre la différence, ultrason, IRM, scanner, quelle techno derrière et qu'est-ce que ça va te montrer, qu'est-ce que ça va pas te montrer? Oula, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment cas d'usage par cas d'usage. Mais ce qui est la beauté de l'imagerie médicale au sens large, c'est cette complémentarité des outils. C'est de dire qu'il n'y a pas un outil qui va permettre de tout faire révolutionnaire. Je vois tout ce qui se passe dans le corps, je diagnostique tout. C'est au contraire, le médecin, il a une panoplie d'outils. Et d'ailleurs, au-delà de l'imagerie médicale. Et avec cette panoplie, il est capable de prendre le bon diagnostic. C'est pas qu'une question de prix. C'est-à-dire que si je prends un scanner et que je fais un scanner entier d'une personne, il y a plein de choses que je ne verrai pas. Alors que je les verrais avec de l'ultrason ou de l'IRM. C'est possible, mais surtout le cliché par exemple dans l'ambulance, vous n'allez jamais aller voir un IRM dans une ambulance. Et parfois vous avez besoin de faire le diagnostic dans l'ambulance. Pareil, vous êtes au sein de l'hôpital, où le patient est allongé sur son lit d'hôpital, vous avez besoin de faire le diagnostic ici, là, immédiatement. Vous n'avez pas d'IRM sous la main, vous n'avez pas de scanner sous la main. Et ben en fait, tous ces cas d'usage-là, c'est des trous dans la raquette dans ce monde du diagnostic. Et donc la question, c'est comment vous allez combler ces trous dans la raquette. Est-ce que vous prenez un IRM, vous le miniaturisez? Est-ce que vous prenez des ultrasons et vous augmentez leur valeur de diagnostic? Et nous, c'est plutôt ce cas d'usage-là. Ok. Alors, comment ça fonctionne justement? Comment tu augmentes leur puissance, leur valeur, leur retour? Et qu'est-ce que ça te permet de faire quand tu fais ça? Ok. L'origine de tout ce qu'on fait, c'est la capacité des ultrasons à être entièrement numérisés à la source. Donc maintenant, il faut voir le chariot ultrasonore, enfin la modalité d'ultrason, comme un véritable ordinateur. La seule différence, c'est qu'il y a une sonde au bout où il y a des ultrasons qui sont poussés puis récoltés, on va dire. Et en fait, le reste, c'est un ordinateur. Et donc, si vous imaginez maintenant les ultrasons comme un ordinateur, vous dites tout est possible. Je peux appliquer l'intelligence artificielle, je peux appliquer tous les calculs avec l'écran GPU de NVIDIA. Donc maintenant, j'ai enfin accès à cette donnée brute numérisée dans laquelle je peux jouer avec. Je peux appliquer d'énormes lois de la physique, je peux appliquer d'énormes algorithmes, je peux appliquer de l'IA. Et quand vous avez cette mentalité-là, là, tout est possible. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on numérise très tôt les ultrasons et on joue avec cette donnée à l'intérieur du chariot ultrasonore pour en sortir des informations qui sont plus précises, qui sont plus détaillées. Ok, donc je reformule dans mes mots, qui ne sont pas les tiens, qui n'engagent personne, soyons clairs, mais
quand on fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir ce nom avec les ultrasons, L'échographie. l'échographie, j'ai cette petite poignée dans la main, ok, c'est souvent ça. Je vais aller sur le corps de quelqu'un, je peux le faire dans la tête, je peux le faire sur les yeux, sur les pieds, partout. Quasiment partout. Ok. C'est magique. Ça va envoyer donc du son qui va revenir à peu près au même endroit, enfin voilà, et selon la distance, selon plein de choses, tu vas avoir des calculs possibles derrière. Quand ça revient dans cette petite poignée, et là, il y a un câble qui le met dans un ordinateur dont tu parles tout de suite. Exactement. Et dans cet ordinateur, jusque maintenant, on avait un truc qui était un peu débile. J'exagère, mais qui te permettait juste de te sortir une image, et puis toi, t'analysais l'image. Oui, c'est comme ça que nous on le voit. Ok. Et toi, tu te dis, peut-être que, en fait, ces infos, si je compare des millions d'ultrasons du pied, enfin d'analyse du pied, ou des millions, ou des tas de choses, je vais réussir avec le machine learning, avec la quantité d'infos disponibles, à voir des choses qu'on voyait pas avant, à comparer, à dire, tiens, il y a eu des diagnostics après, cette personne a eu ça, 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 et puis je vais peut-être réussir à voir d'autres choses encore, c'est ça un peu ? Et c'est exactement ça, c'est ce hardware, cet ordinateur, en fait, jusqu'à maintenant, il n'était pas utilisé à son plein potentiel et détruisait cette donnée-là, à la source. Il était même pas connecté à Internet nécessairement, finalement. Il n'était pas connecté à Internet, il détruisait la donnée. Okay. Et maintenant, si vous récoltez complètement la donnée, là, vous avez nettement plus d'informations. Nous, pour vous dire, une acquisition, c'est 300 gigabits qui sont acquises, et là, vous jouez avec. Et jusqu'à maintenant, ce hardware, de manière un peu incrémentale, détruisait, prenait que 10% de cette donnée-là, affichait des images, extraordinaires parfois, sauvant des vies parfois, mais vous perdez 90% de l'information. Ne serait-ce que, alors j'imagine pour l'analyse, la recherche on l'a vu dans les radios qu'on a assez bien compris, hein, mais de dire, tiens, il y a des choses que tu voyais pas sur une radio des poumons ou telle chose. Là, j'imagine que avec de l'échographie bien faite, tu vas pouvoir aussi aller chercher de nouveaux types d'informations, mais aussi peut-être recomposer des images ou des choses. Je vois, en fait, souvent on voit ça dans la photographie, c'est quand même en train d'arriver. On voyait ça dans 24, tu te souviens cette série là où en fait ils arrivaient à prendre des images totalement pixelisées, dégueulasses, et en faire des images super propres. À l'époque, on se disait ça c'est quand même un peu virtuel, ça n'arrivera jamais. En fait, c'est quand même en train d'être effectif, ce genre de choses. Ah, mais c'est exactement ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un hardware au début qui détruisait un peu cette donnée. Qu'est-ce qu'on a fait dans le monde actuel avec le software et les intelligences artificielles ? On s'est dit, on prend la sortie, la lecture d'images, et on l'augmente avec du software pour augmenter l'analyse, un peu ce que tu dis, on va aller mieux voir ce qu'il y a dans cette image. Et nous, ce qu'on fait, c'est on fait la jonction un peu entre les deux. On va exploiter au mieux ce hardware et utiliser tout ce beau monde du software. Donc, on est un peu à cette interface-là. Alors qu'au départ, les deux milieux étaient bien silotés. Je faisais soit le chariot, détruisais la donnée, mais j'affichais des choses correctes, et le software était juste là en sortie. Et toi, tu vas faire du hard et du soft, là ? Tu vas brancher toi-même sur ton ordinateur les petites manettes ? Donc là, c'est la bonne question, qu'est-ce qu'on fait réellement ? En fait, nous, on fait l'OS, le Windows du chariot, et on fait les applications qui vont dessus. Donc la magie, les applications sont infinies. Et ça, cet OS et ces applications, tu les intègres dans un chariot. Et nous, dès le départ, ce qu'on a voulu, c'est être complètement autonome. Parce qu'en fait, nous, on alimente nos données, on alimente nos algorithmes avec les data. Donc, on avait besoin d'être autonome. Donc, on a mis cet OS, ces applications, dans un premier chariot qui nous est propriétaire. Mais l'idée, demain, c'est que cet OS et ces applications, comme Windows, s'installent sur d'autres ordinateurs, d'autres chariots ultra sonores. Donc, tu n'as pas pris l'approche Apple ? Tu as pris l'approche Android ou Microsoft. C'est-à-dire qu'à terme, tu n'auras pas tes propres hardware, tu seras plutôt un operating system, quoi. Exactement, parce que notre valeur ajoutée, elle est là-dedans. D'autres players sont très très forts pour aller faire du hardware, d'aller scaler ça. Qui produit aujourd'hui ces ordinateurs, ce hardware ? C'est General Electric, Samsung et Philips et consorts ? Il y en a beaucoup, mais les grands bien connus, c'est Philips, Canon, General Electric, exactement. Okay. Puis il y a de plus en plus d'acteurs asiatiques qui viennent s'intégrer dans cette chaîne. Eux, ils te voient arriver comment là-dessus ? Ils disent t'es sympa, Arrête, mais en fait, ton OS, j'en ai pas besoin, moi j'ai déjà le mien, non ? Oui, en fait, ces grands acteurs, ils ont évolué de manière incrémentale. Ils avaient leur hardware et progressivement, ils améliorent de manière incrémentale. Et là, vous avez des gens comme Resolve qui disent non, il faut changer de paradigme, il faut voir ça comme un ordinateur, il faut voir ça complètement différemment. Et surtout avec un prisme très très soft dans l'histoire. Et donc là, la première réaction, c'est pourquoi pas, mais j'attends de voir.
Donc la priorité de Resolve Stroke est de montrer, ok, on va vous montrer réellement le pouvoir de ce qu'on fait. Ok, et ça, t'as réussi à leur montrer ou pas encore? Vous en êtes pas là? Ah, c'est tout juste, c'est tout frais. Là, en septembre, on a montré nos premières données. Et effectivement, c'est des données extraordinaires. C'est-à-dire que c'est des données qui n'ont jamais été vues aux ultrasons. Parce qu'en fait, sans cette approche, vous n'êtes pas capable de le faire. Avec cette approche, vous donnez des informations complètement nouvelles. Alors, il faut quelles compétences? On va revenir sur ce que ça a donné, comment vous l'avez fait. Mais il faut quelles compétences pour arriver à ce résultat-là? Il faut qui dans l'équipe? Comment vous avez fait ça? Tu me parles de tes associés qui sont venus te chercher. Qui sont-ils et pourquoi est-ce toi qui sont venus chercher? Ok, ouais. Donc vraiment deux grosses questions. Donc nous, en termes d'associés, on est trois au démarrage. L'idée, c'est Vincent Angot, le CTO actuel de l'entreprise. On était amis d'enfance et tous les deux, on avait cette ambition d'avoir un impact dans le monde de la santé, un impact très très fort. Amis d'enfance avec des trajectoires séparées. Lui devenu chercheur, moi devenu plutôt côté business, consultant en stratégie dans le domaine de la santé. Chez Roland Berger, j'ai vu, non? Exactement. Okay. Chez Roland Berger, sur des projets stratégiques, sur des projets de due diligence pour les fonds de private equity. Et l'idée, c'est qu'on s'est rejoint sur ce projet-là où Vincent est venu me voir en me disant, écoute, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le monde de l'échographie, dans la physique fondamentale. Et là, je pense qu'il y a une vraie avancée, un vrai saut quantique et qui est applicable. Le gros mot ici, c'est le mot applicable. Et tout ça sous l'égide, il a été formé sous l'égide de Olivier Couture, notre troisième cofondateur, qui est un grand ponte de l'imagerie ultrasonore. Alors, applicable, ça veut dire, en opposition à fondamental, c'est ça? Exactement. Ok, donc recherche appliquée, recherche fondamentale. Là, lui, il bossait sur des trucs et à un moment, il s'est dit, je suis en train d'arriver sur quelque chose qui va vraiment fonctionner dans la vraie vie et qui va servir à quelque chose. C'est ça, il explore d'énormes choses pendant 20 ans, donc ce côté un peu, les ultrasons sont un ordinateur dans lequel il faut analyser la donnée, et pendant 20 ans, et puis un jour on se dit, il y a pas mal de choses, elles sont suffisamment matures pour être cette fois-ci mises entre les mains d'un médecin et avoir un cas d'usage, c'est là où moi j'interviens en tant que CEO, avoir des cas d'usage business cohérents pour être pérenne. Si je devais quantifier l'évolution d'une échographie entre, 1980 et 2020 ou 2024, et toi, ton interprétation de ce qui va se passer, de la différence, ça fait x2 par exemple entre 1980 et 2020, et entre 2020 et 2030, ça va faire x12 ou ça va refaire x2 juste. Enfin, c'est vraiment on est sur un point de rupture révolutionnaire dans ce milieu-là. Ah, moi, je crois que tout à l'heure, on parlait des trous dans la raquette de l'imagerie. Je crois qu'il y en a énormément à aller chercher, énormément à aller combler. Donc, je sais pas dire si c'est x2, x10. Mais par contre, c'est pas juste un cas d'usage. On développe pas chez Resolve Stroke un dispositif ultrasonore pour un cas d'usage et on s'arrête là. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que Resolve Stroke soit capable d'aller recueillir l'ensemble de ces cas d'usage. On ouvre une voie à ce dont sont capables les ultrasons. Alors, vous êtes sur l'AVC. Resolve Stroke, c'est dans votre nom. Et pas tant que ça. Ok. Parce qu'en fait, l'AVC est vraiment, le mot Resolve Stroke est vraiment un mot pour nous donner un objectif, pour nous pousser à nous dépasser. Okay. Donc, on prétend pas résoudre l'AVC tout court. Donc, le mot veut pas dire ça. Mais il nous dit, l'échographie peut aller combler certains trous, et notamment l'AVC. Et l'AVC parle à beaucoup de gens. Mais en fait, on ne fait pas que ça. D'accord. Alors, si je dois voir d'autres cas d'usage, l'AVC, au moins, c'est très parlant. Si tu es capable de me dire, je vais réduire, c'est quoi? Je vais être capable de prévenir l'AVC? Nous, par exemple, un des premiers cas d'usage, simple mais ultra utile, c'est vous êtes à l'hôpital, au chevet du patient, et là, le médecin, il a besoin de savoir si vous êtes susceptible de faire un second AVC. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre tête? Et là, actuellement, il est démuni. Il n'a pas vraiment d'outils adaptés pour ça. Tu dis un second parce qu'on parle plutôt d'un patient qu'on a déjà eu un, là? Par exemple, oui, parce qu'il est déjà arrivé à l'hôpital. Donc, on l'a détecté, on l'a amené, on l'a soigné, et là, il est quand même surveillé. Et pendant cette phase de surveillance, il y a plein de choses qui se passent. Et vous avez besoin de voir ce qui se passe dans le cerveau, au chevet de ce patient. Et là, vous n'avez pas d'outils. Et là, le retour de ton hardware sur quelque chose comme ça, quand donc le médecin arrive, il va faire donc des ultrasons à son patient dans la tête. Exactement. Okay, on envoie du son dans une tête. Okay. Et en échange, on est capable de voir le flux sanguin qu'il y a dans la tête. Et ça, il va le voir en direct? C'est pas des choses qui ont des besoins de process de calcul long, etc. Non, c'est la magie des outils actuels. C'est pour ça que Resolve Stroke sort aujourd'hui. C'est que maintenant, on est capable de processer ces datas très, très rapidement. Et donc, là, au chevet du patient, il est capable d'avoir ces infos.
Extra. Tu peux quand même, faudrait juste avoir de la chance, prévenir d'un AVC chez quelqu'un qui n'en avait pas eu avant. Enfin, je veux dire, je fais une visite de routine chez le médecin. Est-ce que grâce à Resolve Stroke, parce qu'on va me dire tous les 4 ans, il faut que je passe pour faire une forme de prévention de l'AVC, on va pouvoir mettre finalement me faire des ultrasons dans la tête et puis dire là en fait t'as des risques ou c'est plus sur le moment au moment où ça se passe que tu vois toi. Non, là où tu as raison, c'est que nous, on a des cas d'usage, on a une roadmap un peu pragmatique. Là, on va sur des cas d'usage qui sont connus par les médecins, ils savent lire, interpréter. Mais le potentiel de cette technologie-là, c'est que quand tout à l'heure je parlais de l'accessibilité d'ultrason, c'est qu'on est capable d'aller faire ces checks réguliers. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, rien ne dit qu'on ne devra pas checker plus souvent les gens pour tout ce qui est, par exemple, maladies neurodégénératives, etc., comme on a ces nouvelles datas. On est capable d'aller monitorer, regarder l'évolution d'une maladie neurodégénérative par la suite, en dehors du monde de l'hôpital. Et ça, c'est tout un champ nouveau qu'on ouvre. Vous donnez des nouvelles données à des médecins, à eux d'aller interpréter ce qu'on peut faire avec. Compris. Quels sont les concurrents là-dedans ? Il peut y avoir, donc j'imagine, on a parlé des constructeurs, des assembleurs, des Philips, GE et consorts. Eux, ils vont se dire à un moment, non, mais moi, tout ça, je vais le faire moi-même, j'ai mes propres appareils, je vais pas aller me mettre un OS de quelqu'un d'autre parce que je vais ne plus devenir qu'un fabricant de hardware et ça me convient pas. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent proposer peut-être à ces fabricants des add-ons pour leur propre hardware. Je sais pas si ça se fait dans ce milieu-là, comme des applications sur un App Store, tu vois. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres OS qui se préparent. Donc, pour moi, c'est vraiment une course techno. C'est-à-dire, c'est quelle techno va remplir quel trou dans la raquette de l'imagerie du diagnostic. Donc, mes concurrents, ça va être des gens qui vont vouloir miniaturiser l'IRM. Ça va être des gens qui vont utiliser d'autres technologies micro-ondes pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est plus ça, mes concurrents. Les grands acteurs, ils sont pas capables ils n'ont pas cette souplesse-là que l'on a de réinventer from scratch ces technologies-là. Nous, on a un prisme complètement différent. Il faut un alignement des planètes pour avoir la vision qu'on a et pour avoir l'envie de développer ce qu'on fait. Nous, si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a pris les meilleurs médecins visionnaires dans cette technologie-là, on a pris les meilleurs physiciens ça fait 20 ans qu'ils trifouillent cette donnée-là. C'est pas juste de l'incrément en hardware. Et on a pris des vétérans de l'industrie qui, eux aussi, se disent il y a un saut quantique. Et tu peux les installer partout, je veux dire, ou c'est que sur du nouveau hardware, je veux dire. Est-ce que je peux aller voir un médecin, lui dire tiens, ton outil, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir, c'est pas possible, il faut que je vais me l'écrire ici. Ton échographe. Ton échographe, je retiens bien IRM et scanner, je ne veux pas. Comme beaucoup de gens, ouais. C'est vrai ? Ouais. Chelou, pourquoi échographe ? Alors que je pitch que c'est la modalité numéro 1. Ok, je le garde, je le note, je vais le mettre en gros. Ton échographe, est-ce que ton échographe qui a 8 ans, je peux lui installer un nouvel OS ou Non, c'est pas notre vision, parce qu'en fait, nos premiers cas d'usage, ils sont basés, il faut savoir que dans le marché de l'ultrason actuel, c'est le haut de gamme, c'est les très high-end qui sont vendus aujourd'hui pour aller chercher la meilleure image et chercher le meilleur diagnostic. Donc nous, on se focalise sur ce marché-là. D'accord. Donc pour l'instant, on cherche plutôt ça. Sachant que t'as pas nécessairement, c'est un ordinateur, mais t'as pas d'intelligence nécessairement dans l'ordinateur. Ça, en revanche, le GPU, tu parlais d'NVIDIA ou de choses comme ça tout à l'heure, tu vas le chercher sur des serveurs en ligne. Non, on fait tout ça en interne dans le cadre. Donc vraiment, on est Windows, l'application à l'intérieur, et maintenant on peut ne pas aller chercher ça en ligne, on est capable de faire ça à l'intérieur. D'accord. Parce que les GPU sont assez puissants pour aller traiter ces données-là. Ok, des GPU que tu vas acheter et installer directement en hardware. Super intéressant. Il faut savoir que les échographes, les nouveaux, sont déjà construits comme ça. Okay. C'est-à-dire que même c'est pas nos concurrents, même les grands acteurs GE et Philips ont déjà cette structure-là, dite ordinateur ultrasonore. J'aimerais bien voir, là, ça me trigger ce que tu as dit depuis le mois de septembre, vous avez présenté des choses et ça a vraiment été mind-blowing, comme on dit. Vous l'avez présenté à beaucoup de monde ? On commence, mais en fait, on a été invité à présenter ces données ici en France, en Allemagne, dans le plus gros congrès aux États-Unis, à Chicago. Et donc, en fait, c'est la plus belle preuve. La plus belle preuve qu'on va dans le bon sens et ce qu'on fait est utile, c'est que vous avez les médecins
concernés par nos applications qui vous disent « Ok, amène-le-moi, présente-moi ça ». Et quand vous êtes appelé par Harvard pour faire un cours sur ce que vous faites, quand vous êtes appelé à Chicago pour présenter vos données cliniques, c'est vous dites Ok, ça vaut quelque chose ». Et eux, ils te le demandent, tu as fait une belle landing page pour leur dire laisse-moi ton email, je viendrai te dire quand c'est prêt. C'est prêt déjà, tu peux pas leur vendre encore, si? Non, on peut pas le vendre, c'est encore en développement, mais on a déjà des belles preuves cliniques. Okay. Donc c'est au chevet du patient. Et là, la meilleure preuve, c'est qu'on n'a même pas besoin de le vendre. C'est que les médecins entre eux se parlent et disent écoute, j'ai rencontré un tel, il m'a présenté ça, tu dois les voir à tout prix. Ça vaudra combien? Comment ça fonctionne? Ça, c'est du MRR, c'est de la licence vendue one shot. Comment ça fonctionne? De plus en plus dans ce monde-là, c'est un coût one-off de l'équipement, mais quasiment un prix coûtant. Et ensuite, c'est des licences qui est un peu recurring. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est très software. Hein. Et donc, en fait, il y a des upgrades de ce software-là. Et ça légitime encore plus ce modèle-là. Et quand tu dis la vente de l'équipement, toi, tu comptes vendre ton équipement sous la marque de quelqu'un d'autre ou... Donc, nous, on est capable de faire pour être complètement autonome, pour nourrir nos algos, on est capable d'avoir notre équipement. Mais l'idée, c'est d'être capable aussi de s'intégrer chez quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. J'imagine, c'est encore une fois, c'est Apple versus Windows, quoi. C'est capable d'être multi-hardware. C'est un marché de vieux, j'imagine, l'échographie, non? C'est comme ça. Enfin, à part pour les enfants, mais sinon. Ça dépend comment on voit le marché. Et moi, je me bats contre cette vision-là où il y a le hardware, c'est l'ancien temps, c'est un marché de vieux. Et le marché nouveau qui est le SaaS, le software qui améliore tout et qui est de l'autre côté et qui est sexy. Et en fait, comme si le SaaS pouvait exister sans le hardware et comme si le hardware n'avait aucune prétention sur le soft. Et en fait, la vérité, c'est que les deux, ils sont ensemble. Non, la question, c'est plus sur le endgame, la personne à qui on va faire une échographie, ce sont des vieilles personnes, des personnes âgées ou c'est tout, enfin les jeunes, à part les jeunes mamans, tu vois, mais est-ce que c'est un outil les AVC, c'est pour tout le monde? Donc, à partir de 45 ans. Donc déjà, l'échographie, modalité numéro 1, donc ça va du petit enfant, du nouveau-né, du prématuré à la personne la plus âgée qui existe sur Terre. Okay. Et l'AVC, c'est souvent, on dit, c'est quelque chose de vieux. Et en fait, pas du tout. Nous, on va au chevet des patients, on va dans les hôpitaux. Et quand vous avez des personnes de 30 ans qui font un AVC, vous dites non, c'est des problématiques qui concernent tout le monde. Ok. Qu'est-ce qui crée l'AVC? Donc il y a deux types d'AVC. Il y a soit une rupture, c'est-à-dire que le sang s'échappe des vaisseaux, et c'est une hémorragie. Soit le sang est bloqué au sein de ce vaisseau par un petit caillot qui s'est détaché d'ailleurs. Et là, le cerveau est plus irrigué. Donc vous avez besoin de voir ça. La première chose que tu as écrite, c'est la rupture d'anévrisme ou ça n'a rien à voir? Exactement, c'est exactement ça. Ok, compris. Tout ça, en prévention, aujourd'hui, ça se fait comment? En fait, la prévention, c'est pas... On a du mal, on peut pas trop prévenir ça. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est que si on traite rapidement, il n'y a pas de séquelles. C'est ça qui est magique, c'est qu'on a les traitements. Ça veut dire quoi, rapidement? Rapidement, c'est dans l'heure. Et donc voilà, c'est là où on commence à comprendre le sujet. Il faut un outil qui est capable de diagnostiquer dans l'heure. Donc soit vous avez 1000 IRM, vous êtes capable d'aller dans un IRM dans l'heure. Ouais. Et ça, c'est une doux illusion. Soit vous avez des outils qui accélèrent ce processus d'aller vers le traitement. Et c'est là où l'échographie a son rôle à jouer. Tu dis dans l'heure, alors là, si en effet tu es dans la chambre d'hôpital avec quelqu'un qui a déjà eu un petit accident, normalement dans l'heure tu devrais pouvoir y arriver. Pour quelqu'un, même dans une ville à force densité comme Paris, qui a quelque chose, que ce soit en pleine nuit, en pleine journée avec les embouteillages, c'est pas simple d'arriver dans l'heure. Et ben même dans l'option 1, c'est pas vrai. En fait, même à l'hôpital, vous n'allez pas être soigné dans l'heure parce qu'en fait, on n'a pas pu voir ce qui se passait à votre chevet. Et c'est ça c'est extraordinaire, mais extraordinaire dans le malheur. C'est que même à l'hôpital, vous pouvez être traité trop en retard parce qu'on n'a pas l'outil pour monitorer ce qui se passe dans votre cerveau. Donc, on voit les trous dans la raquette, ils sont multiples. Il n'y a pas que le sujet de l'ambulance. Il existe des échographies, des échographes qui sont transportables très facilement, que tu peux embarquer dans une mallette? Ouais, ça a été la très grande mode de ces dernières années, de se dire, c'est numérique, donc maintenant, on fait comme Apple, on miniaturise. Un gros téléphone, on le rend plus petit, on prend un échographe, on le rend plus petit. Et au détriment de la donnée, etc. Et nous, on a pris le chemin inverse, on s'est dit, on peut garder la même taille,
Mais par contre, on peut analyser nettement plus. Nettement plus, pour me donner un ordre de grandeur, c'est combien? Nettement plus, c'est donner des infos, par exemple, qui étaient accessibles qu'avec un scanner qui vaut 1 million d'euros dans une salle avec des rayons X, et d'être capable de le faire au chevet du patient avec simplement du son. Et ça, c'est nettement plus. Et quand vous êtes donné cette information à un médecin, il change complètement son protocole clinique. Et là, vous sauvez la personne. Et c'est pas une question de plus belle image, de résolution, de choses comme ça. C'est vraiment de donner la bonne info au bon moment. Et cette info, elle doit toujours être interprétée, parce que maintenant que tu mets de l'IA, par quelqu'un qui va la regarder, qui va la voir, ou ça peut être ton logiciel qui va dire « Ah, tiens, lui, il a ça, regarde ici ». C'est vraiment c'est les deux. Mais nous, on a une approche pragmatique. C'est l'outil pour le médecin. Il sait quoi lire. Et ensuite, demain, on pourra aider le médecin encore plus avec l'analyse de ces données. Mais on y va pas à pas. Ça nécessite toujours une manipulation. Tu dois toujours avoir cette petite gâchette à la main, ou il y a une possibilité de faire des échographies comme un IRM ou un scanner, une IRM plus de tout le corps? C'est une très très bonne question. En fait, le problème de l'échographie, c'est son côté très dépendant de l'utilisateur. On doit aller chercher la zone avec l'échographe. Et donc, contrairement à un IRM, on appuie sur le bouton. Il appuie dans tous les sens. Sur les enfants, tu les vois aller se mettre comme ça. Tu te dis, j'aimerais pas être à la place de ma femme d'ailleurs à ce moment-là. Mais... Exactement. Ouais. Et il faut l'expertise pour aller chercher ça. L'IRM, vous appuyez sur le bouton, vous voyez l'objet. Et donc ça limite pas mal son utilisation. Et nous, on utilise la 3D pour faire ça. C'est aussi un cas magique. On scanne toute une zone avec les ultrasons. Et là, on n'a plus besoin d'aller chercher. Ou on va la chercher de manière virtuelle après sur l'ordinateur. Tu sais où est-ce qu'on a fait ça récemment? Ça vient de me popper la tête. Non. Dans les dents. Ma dentiste, elle a utilisé un truc qui avait l'air tout neuf, un truc qu'elle mettait dans mes dents pour faire un... Donc, elle a reproduit toute une partie de mes dents en 3D pour faire avant, c'était des plombages, mais elle fait plus de plomb, elle fait de la céramique. Donc, en fait, elle m'a sorti, et je l'ai à la maison, je l'avais hier en plus ou avant-hier ici, mais une reproduction de toute la partie gauche de mes dents. Et elle fait le bas et le haut, même si la céramique devait être posée en bas, la prothèse, je pense, on appelle ça comme ça. Et pour voir comment ça se repose avant-après. Donc, elle a fait un scanner elle a tout enlevé. D'ailleurs, on voyait ma dent bien défoncée. Je me dis, putain, j'ai dû avoir des belles caries plus jeunes. Et derrière, il fait la prothèse qui vient s'insérer dans le truc en 3D, quoi. C'est possible que ce soit une échographie qui ait fait ça. Je pense pas dans ce cas de figure. Mais en tout cas, ce cas d'usage-là... Ce serait quoi, alors? Puisqu'elle le faisait, elle avait pas de... En fait, elle sort tout le temps de la pièce quand elle fait des rayons et tout. Je suis quasiment sûr. Tu crois que c'est pas possible? Peut-être, je veux pas m'avancer là-dessus. Mais moi, c'est révélateur du pouvoir qu'a l'imagerie maintenant et qui peut dépasser ce qu'on était capable de faire jusqu'à maintenant. Je vais regarder quand même, mais elle est vraiment toujours à la pointe. En bon ingénieur, je sais pas. Je dis je sais pas, je m'avance pas. Tu crois que ça pourrait pas faire les dents, l'échographie? Si, c'est possible. Et l'échographie passe très très mal. C'est là où tout est notre force, passe très très mal les os. Ou très très mal les os. Oui, mais elle te le met dans la bouche. Hein. Elle me mettait le truc dans la bouche complètement, d'un côté, de l'autre. Et en fait, je me dis, moi je suis pas ingénieur, mais je me dis qu'avec un rebond, elle doit avoir la profondeur des dents, là où il y a les excavations, etc., etc. C'est possible. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait dans le cerveau, c'est ce qu'on fait dans les autres parties du corps. Ok. Et en revanche, ce que ça voit bien, c'est justement la circulation sanguine et les choses comme ça, c'est ce que tu dis. Nous, notre premier cas d'usage, c'est vraiment de mieux voir cette circulation. Qu'est-ce que tu as comme cas d'usage qui vient derrière? Nous, les autres cas d'usage, en dehors du cerveau, donc par exemple à Boston, on nous demande d'aller investiguer, d'aller suivre la transplantation d'organes. Ok. Très, très particulier, très technique, mais très important. C'est comment s'assurer que l'organe transplanté va bien et continue d'aller bien. Et là, vous avez peu d'outils pour faire ça. Et l'échographie se prêterait vachement bien à ce sujet-là. Et nos technos le permettent. On est capable d'aller voir ça. Qui est ton client? Donc, tout dépend du cas d'usage, ce fameux trou dans la raquette que l'on vise. Là, le premier, par exemple, au chevet du patient, c'est vraiment l'hôpital, le neuroréanimateur. C'est lui qui va choisir Resolve Stroke, tu veux dire? Ou c'est plutôt le fabricant de hardware qui va installer ça chez lui et le vendre? Qui va te donner l'argent? À la fin, la demande, elle vient de cette personne-là qui dit croit l'hôpital avec son business plan qui va derrière. Mais c'est eux qui sont les demandeurs.
Et ensuite, la valeur ajoutée, comment on se répartit, le fabricant du hardware, celui qui va marketer le produit in fine, ou le software simplement. Et là, il y a sûrement un partage de la valeur, et ça se fait beaucoup dans l'IA, un partage de la valeur à la fois du software et à la fois du fabricant de hardware. Mais donc celui que tu dois convaincre, c'est pas forcément le fabricant, c'est plutôt l'utilisateur final, vraiment dans chaque hôpital. À nous, comme on est en train de remplir un trou dans la raquette, en train de dire attention, l'échographie va être utile ici, va sauver le patient, va sauver le système de sécurité sociale. Ici. Moi, je dois prouver ces use cases. Donc, mon premier travail chez Resotroc est de dire il existe cette demande-là. Cette demande, si vous présentez la bonne techno, elle va exister. Une fois que j'ai prouvé ça, on répartit comment on va aller chercher le marché entre le hardware et le software, nous tout seuls. Et non, ma question, c'est plus sur une histoire de com, quoi. Comment tu les touches si c'est finalement le hardware, le fabricant. Faut que tu ailles voir 12 gus dans le monde qui fabriquent ces trucs-là. Je dis 12, c'est peut-être 100, mais qui fabriquent des hardware, et puis c'est du commercial, tu leur vendre. Si le demandeur, c'est toujours le end user, il va falloir faire de la vraie com, en fait, parce que tu vas pas faire tous les hôpitaux du monde, quoi. Tout à fait. Mais la vraie com, en fait, elle est assez facile dans notre domaine de la médecine. Okay. Elle passe par des grands pontes, des key opinion leaders, on appelle ça comme ça dans la médecine. Des KOL, ouais. Je suis un KOL pour beaucoup de gens, mais exactement, dans d'autres univers. Ouais. Exactement. Okay. Et eux vont prêcher la bonne techno, vont prêcher la bonne pratique médicale. Et si eux sont convaincus par ce que vous faites, les autres médecins vont adhérer à ce protocole, on va dire. C'est super intéressant. Et c'est Key Opinion Leaders. Aujourd'hui, tu en as identifié quelques-uns ? Ah oui, nous, on travaille dès Day One avec des Key Opinion Leaders. C'est qui ? Juste raconte-moi, je sais pas, tu peux m'en donner un nom ? Un très bel exemple, c'est nous, dès le début de l'entreprise, on a travaillé et on travaille avec le professeur Anthony Samir de l'université de Harvard. Et en fait, lui, c'était l'ancien bras droit, l'ancien Chief Medical Officer des CEO de GE Ultrason. Ok. Donc, à partir du moment où lui considère que ce qu'on est en train de faire est extraordinaire, vous avez gagné. Parce que ça veut dire qu'il va pitcher ça autour de lui. Et les gens me disent, si vous avez réussi à le convaincre lui, vous m'avez convaincu. Ok. Mass General Research Institute. Anthony Samir, ok. Donc, il est sur LinkedIn, Harvard Med School. Il est sur X. Il est sur Insta, c'est pas lui, 50 followers. J'essaie juste de comprendre. Et eux, ils font quoi ? Ils publient dans des revues ? Comment ils sont Key Opinion Leaders ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des réseaux sociaux ? Là, je sais pas sur LinkedIn s'ils publient un peu. Je suis en train de regarder, mais j'essaie de voir un peu comment ta strat finalement derrière, de comprendre. Pour faire le parallèle avec toi, je pense pas que ce soit en termes du nombre de followers dans leur cas de figure. C'est les bons followers qu'il faut avoir. Exactement. Ouais. Et lui, en fait, sa parole est vraiment scrutée et considérée comme très très pertinente. Et lui, par exemple, c'est le plus grand pont de ceux qui ont réussi à faire de la recherche translationnelle, c'est-à-dire à passer du monde de la recherche à des vrais cas d'usage clinique business. Et comme lui, il a su faire ça, comme lui, il a accompagné beaucoup de boîtes là-dedans, il a été les oreilles de ces grands acteurs de GE Electric, GE Philips et autres. En fait, il a beaucoup de crédibilité. Et c'est le poids de l'expérience aussi. Hein. Non, parce que je pose ça, mais toujours dans les univers. Alors là, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis pas du tout impliqué, mais il se trouve que j'ai plein de potes qui sont dentaires, ortho, etc. Et en fait, tu commences à avoir des gens qui ont des gros comptes Insta et tout, quoi, hein, avec vraiment, tu vois, tu les vois utiliser de nouvelles technos, de nouvelles choses tout le temps. En plus, ce qui est frappant, mais ça doit être pareil dans tes univers, c'est qu'ils se forment un jour par semaine. Enfin, t'as vraiment un truc où ça évolue tellement vite. Alors, le dentiste, c'est un cas d'usage assez intéressant par rapport à toi, c'est que il fait un peu tout, quoi. Il fait la radio, c'est peut-être moins éclaté comme métier. Il rassemble beaucoup de choses dans un seul. Et donc, du coup, il doit toujours être en formation. Mais c'est marrant. Est-ce que t'as des gens comme ça aussi qui sont, je sais pas, j'ai une connerie, mais des gros Instagrammeurs, quoi, dans ton métier, qui sont très populaires. Qui ont peut-être que 2 ou 3 000 personnes, mais qui sont très, 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 très... Là, Anthony Samir, je regarde, il a 2500 personnes sur LinkedIn, mais bon, encore une fois, c'est mais ce qui est extraordinaire avec cette personne-là, c'est que vous parlez à n'importe quel grand industriel à très haut niveau, vous lui donnez son nom, il me dit « Ok, je le connais, ok, je valorise sa parole ».
Donc, en fait, il faut faire attention. Dans la santé, il y a vraiment des niches. C'est vraiment des niches très précises, c'est très technologique. Et donc, il faut parler à la bonne niche. Lui, son audience, elle est dans cette niche-là, elle n'est pas dans une autre. Et c'est pour ça que les Key Opinion Leaders, ces fameux KOL, chacun dans son secteur doit aller chercher ses bons KOL. Moi, ils sont ceux-là. Une autre entreprise de medtech aura des autres. C'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui existait un peu avant, mais aujourd'hui, les KOL, c'est là où je m'intéresse aux réseaux sociaux qu'ils animent. Peut-être que là, ils sont peut-être encore un peu vieux, ceux-là, je sais pas, mais ils ont un impact potentiel direct. C'est-à-dire qu'avant, c'était souvent indirect. C'est-à-dire qu'ils étaient influents auprès de quelques personnes qui elles-mêmes étaient influentes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, de plus en plus, dans plein de métiers, ils vont pouvoir ils sont eux-mêmes des médias, en fait. Ils sont devenus eux-mêmes des médias. Ah oui, complètement. Et après, tout dépend de votre niche. Moi, la mienne est très hôpital. Donc, en fait, le média de l'hôpital, ce qui vient de dire, c'est un congrès. Il va pitcher devant 1000 personnes dans un congrès très précis, par exemple celui à Chicago où on va aller. Là, c'est son média, plus qu'Instagram. D'autres, quand votre produit medtech est plus mass market, là, on se rapproche des médias comme peut l'être Instagram. Et le dentiste, parfois, on arrive à cette frontière-là. Hein. C'est assez drôle, c'est vraiment assez drôle. Moi, j'aime beaucoup analyser ce qui évolue dans tous ces univers. Pour te prendre un parallèle lointain et finalement assez proche dans ce que tu dis, nous, on a beaucoup bossé un moment avec Cosa Vostra, qui est l'agence chez qui on est, avec les domaines Baron de Rothschild. Et tu te dis, au début, je comprenais pas trop les strats qu'on faisait, que les équipes faisaient ici. Je trouvais qu'il y avait pas assez de followers, etc., etc. Mais pourtant, le client était très content. Le client, c'était une cliente en l'occurrence. Et puis, en fait, j'ai compris à un moment que les 2500 followers du compte Insta des domaines Baron de Rothschild, c'était les plus gros œnologues du monde, en fait. C'était les plus gros acheteurs de vin et en fait, ils s'en foutaient d'en avoir 25 000 ou 30 000. Tout Baron de Rothschild que tu sois, en fait. Ils voulaient avoir ceux qui font la diff, quoi. Qui sont influents, etc. C'est super intéressant. Et c'est un vrai travail d'aller chercher lesquels sont les bons. C'est pas évident. Vous savez faire ça, vous, en interne? Vous êtes une toute petite équipe. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est 12. T'as quelqu'un qui charge la com ou c'est toi? Non, c'est un peu moi. Non, la priorité... C'est passionnant aussi. Pardon, je fais les réponses avec toi. Excuse-moi. Mais j'allais dire, c'est aussi de eux que tu récoltes des infos et des besoins, non? Si tu le fais bien. Oui, et puis quand j'échange avec ces personnes-là, je suis pas tout seul. Mon CTO a un vrai poids. On discute très technologie avec ces personnes-là. Tu suis tout? Oui. Ouais. En fait, en tant que boîte très technologique, en tant que CEO, je dois être au contact Mais tu comprends tout? Oui, mais de moins en moins. Et tant mieux, je suis fier de... Ça veut dire que ça devient très compliqué et très bon. C'est bien de l'admettre. Quels sont tes plus gros défis là parce que aujourd'hui, nous on a investi avec OVNI donc 580 000 euros presque il y a un an à peu près. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Pourquoi je vois OVNI Capital a investi 580 000? Ah, il y a eu aussi du Roundtable aussi, une communauté, c'est ça? Non. Au total, on a fait un tour de 2 millions d'euros et un peu plus. Oui, mais ça, c'est pas que OVNI, c'est ce que je veux dire. Non. Ok. Et OVNI, là-dedans, disons, c'est la moitié. Ok. Oui, et donc je pense qu'il y a 580 via le fonds OVNI Venture et via un club deal, puisqu'on a ce club deal sur Roundtable qu'on fait. Peut-être que je me trompe là-dessus. Nous, on a eu Cantonation, un fonds avec OVNI, c'est vraiment les deux leads. Et là-dessus, c'est pas suffisant faut avoir un go-to-market direct. Donc c'est vraiment, nous, on joue dans le monde de la deep tech. Mais on a une approche ultra pragmatique, c'est-à-dire on est dans la deep tech, il y a énormément de trous dans la raquette, le potentiel est énorme, mais allons le prouver sur une première partie. Et donc l'objectif de ce tour-là était de prouver, et on montre nos données là ce mois-ci, prouver que ce concept de hardware avec du software dans le monde des ultrasons très, très théorique, il est vrai, il apporte des infos nouvelles. Et là, on les montre. C'était l'objectif de ce tour-là. Et maintenant, nous, ce qu'il faut, c'est aller chercher les moyens de mettre en application jusqu'à la partie vente sur sa première niche, qui n'est pas si niche, et sur les autres domaines. Et ça, on a besoin d'aller faire un second tour. Donc là, t'as fait ton POC, t'as prouvé que le concept fonctionnait, que ça intéressait des gens. Là, tu vas essayer de passer dans une phase de commercialisation. Tu vas faire tes premières ventes avec la prochaine levée. Et s'il y en avait une après, ce serait pour passer à l'échelle, c'est ça?
C'est ça, mais dès la deuxième levée, donc c'est un POC sur lequel on essaye de faire un produit complètement dès ce premier tour-là. Et dans le monde de la medtech, c'est pas si évident que ça, et on y arrive. C'est la magie du software. Et deuxième, là où tu as raison, c'est que dans le deuxième tour d'investissement, là faut aller créer le marché, il faut aller vraiment vendre. Ok, il va te falloir des bureaux dans le monde entier pour ça? Ou vous allez voyager, ou ça se fait à distance? Non, ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de la medtech, il y a vraiment un play US et Europe. Okay. Et en Europe, je trouve qu'on a les meilleurs ingénieurs au monde. Gardons ça. La boîte, nos ingénieurs sont français et ils sont extraordinaires. Par contre, le marché, il est aussi américain. Il faut pas se leurrer là-dessus. Et donc, il y en aura forcément un prisme un peu dual. Okay. États-Unis, Europe. Il va falloir qu'un l'un de vous aille s'installer aux US, probablement un jour. Bah, dès aujourd'hui, tout à l'heure je parlais qu'on est à Chicago, la semaine prochaine mon fondateur est à San Francisco. Okay. On est déjà en train de faire un peu cette navette US-Europe. Ok, très clair. Écoute, et ce deuxième tour, il vient quand? Il viendra l'année prochaine, on a un peu de temps encore. On a beaucoup de choses super belles à démontrer. On vient vers vous un peu ou pas encore? Oui. Bah, pour l'instant, comme on cherche pas, c'est que des demandes entrantes. Okay. Moi, je les prends, hein, bien entendu. Toujours ravi de présenter RéseauStroke, mais pour l'instant, c'est que dans ce sens-là. Ok, super intéressant. C'est en fait, on a vraiment parlé de tech, etc., mais c'est aussi intéressant. Je sais pas à quel point ça te motive, mais de te dire que ça va résoudre et puis sauver des vies, quoi, peut-être. C'est le driver numéro 1. Moi, je pousse l'ensemble de mon équipe à aller à l'hôpital, à se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir. Nos locaux sont scindés d'un hôpital. Parce que moi, le matin, je veux me lever, je me dis, OK, je travaille pour ça aussi. Donc, oui, on a parlé de tech, mais la finalité, c'est ce qui nous drive en premier. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-dedans? Au total, c'est quoi ton job de CEO? Il évolue tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, tous les 3 mois, il change mon métier, c'est ça qui m'amuse aussi. Dans la première année, les première année et demie, c'était vraiment de structurer l'ensemble, c'est-à-dire donner une direction à tout ça. On venait de la recherche en physique fondamentale, c'est quand même particulier. Et là, c'est en train de changer. Là, c'est vraiment d'aller finir d'établir un premier produit. Et donc, c'est de mettre en musique tout ça. Oui, super intéressant. T'as écouté peut-être pas, tu m'as dit que tu avais écouté un épisode de Génération It Yourself. Je te recommande Stanislas Nock-Château, que j'ai fait récemment, qui est redevenu CPO. Je trouvais ça exceptionnel. Il m'a impressionné d'ailleurs, Stan. Et en fait, son contact, il me le disait, il le dit dans l'épisode, mais il me le redisait après. Hein, c'est vraiment au moins 2 rendez-vous chez des médecins toutes les semaines pour aller voir comment ils utilisent ces produits, etc. Tu te dis, quand tu es CEO d'une boîte qui fait autant de chiffres, qui a autant de monde, etc., et que tu continues à faire ça, c'est quand même une sacrée implication. Hein. Ah, je suis persuadé que ça fait partie de la clé du succès. Je pense aussi. Où est-ce que tu vas l'emmener, tout ça? Où est-ce que vous allez l'emmener, tu crois, RéseauStroke? Ah, moi, je pense que non seulement on va capturer la valeur de ce qu'on fait chez RéseauStroke, mais qu'on va disséminer un peu cette technologie-là, ces cas d'usage auprès de d'autres personnes qui, elles, à l'entour, vont créer de nouvelles choses. Donc, je suis pas capable de répondre à ta question, vraiment honnêtement. Mais par contre, je suis sûr qu'on est en train d'ouvrir une porte qui est assez grande. C'est un OS qui acceptera des applications tierces? Ouais, moi c'est cette thèse dans la médecine que j'adore. Il y a la même chose dans la robotique chirurgicale ou des choses comme ça. C'est vous créez une plateforme, vous créez un OS, et derrière d'autres pourront se greffer avec leur application. Un peu comme vous avez créé l'iPhone, l'OS, iOS, et derrière il y a quelqu'un qui fait Instagram et d'autres. Et vous n'êtes pas les seuls à faire des applications. Vous pouvez faire les vôtres et d'autres vont se greffer. Et ça, j'y crois beaucoup. Ça marche sur des niches, même si c'est gros, tu dis, mais c'est suffisamment gros pour que ça fonctionne, ce genre de modèle, ouais. Comparativement à iOS, je veux dire, quoi, tu vois. Oui. Je vois très bien cette réflexion très de VC, de se dire c'est des niches un petit, mais souvent en médical, la petite niche est un sanctuaire bien gardé et source de beaucoup de profit, donc très profitable pour l'industriel. Et le revenu là-dessus, c'est du récurrent ou c'est du fixe? Donc dans le cas d'un business model où on s'intègre sur le hardware d'autres, pour le coup c'est du récurrent, c'est le software, mais il est intégré au sein d'un hardware. Okay. Et là c'est du récurrent. Ok. Et tu auras un récurrent donc chez le client final, c'est ça, qui aura un abonnement? Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez l'échographe.
jusqu'à maintenant, on payait de manière récurrente le service, la maintenance, mais très basique. Et maintenant, vous allez payer le service, la maintenance et ces applications supplémentaires. L'abonnement, si tu arrêtes l'abonnement, tu as moins d'applications. Exactement. Ok, et la question, c'est que tu auras aussi probablement, si ça arrive, des revenus peut-être des éditeurs d'app sur ton OS. Ouais. Si tu commences à prendre 30% comme Apple, c'est pas mal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et après, c'est d'autres qui vont venir se greffer avec d'autres applications, soit très en amont, soit très... Comment on a fait, le manufacturier, enfin le producteur de l'échographe, il va, lui, à un moment, vouloir se croquer dans ce truc-là, non ? Il va te dire, bon, vous êtes sympa, mais si tu peux te donner un abonnement sur ma machine, moi, je veux que tu m'enfiles un bout, non ? Ouais, là, on est en train vraiment de parler d'exit de la boîte, mais moi, Non, pas d'exit de la boîte, je veux dire de business. Moi, je suis GE, par exemple, qui, tu me dis, ils ont leur propre OS, mais à un moment, GE se dit, Resolve Stroke, c'est pas si mal. Peut-être que c'est d'ailleurs mieux, c'est leur métier, c'est mieux que ce que je fais. Je suis peut-être OK pour l'installer chez nous. En revanche, s'ils facturent 300 balles par mois et par échographe, le truc, moi, je vais en prendre 100 tous les mois, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est vous vous intégrez avec eux, vous faites des POC de vente, et au bout d'un moment, ils se rendent compte à quel point il y a un marché, que c'est extraordinaire, et dans ce cas-là, ils vous intègrent, et là, on parle d'acquisition de l'entreprise. Et ça s'est fait beaucoup comme ça. Hein. D'accord. Ça veut dire que tu seras pas... Tu as des risques de finir OS d'un seul constructeur, en revanche. Pas OS de tout le marché. C'est possible. En fait, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est des gens qui faisaient des applications d'intelligence artificielle sur les ultrasons, plutôt très, très éloignées sur l'imagerie in fine, et qui ont fait des POC de vente avec ces grands acteurs et qui ont fini par se faire racheter. Okay. Et l'idée, c'est peut-être de finir comme ça. Super intéressant. On est allé assez loin, mais ça me fait comprendre, je crois, l'ensemble de l'univers de Resolve Stroke. On peut trouver tout ça sur resolvestroke.com. Ouais, c'est difficile de comprendre tout ça sur un site internet. Ouais, non, mais je veux dire, te contacter, etc. On peut t'ajouter donc Aritz Zamacola sur LinkedIn. Exactement. On mettra évidemment tous les liens. On peut prendre contact avec toi par mail, ou on trouve ton mail quelque part, ou par LinkedIn, c'est très bien. Oh, c'est très facile. Okay. Je suis accessible. Ok. Est-ce qu'on a tout abordé sur Resolve Stroke ? Est-ce que j'ai oublié des grandes... Je crois pas. Hein. Moi, j'ai le modèle économique, j'ai comment ça fonctionne, je pense que tu as vraiment bien balayé le sujet. T'as des concurrents ? Sérieux ? Oui, ce que je disais, c'est une course technologique. Okay. Si on pense qu'on a la bonne techno, qu'on exécute correctement, aller sur le point d'usage en premier moment, avoir les fonds suffisamment, on gagnera. Et les Chinois là-dedans, ils font quoi ? Parce qu'ils ont quand même souvent un peu la maîtrise du hardware. Ils risquent pas d'arriver quand même avec un package complet ? Je pense que c'est une bonne question, mais ce qui fait notre force, c'est qu'on a quand même 5-10 ans d'avance chez Resolve Stroke qui est en France. C'est parce que nous, en fait, on vient de la physique fondamentale, on manipule ce qu'on est en train de dire ici depuis 30 ans. Et donc, c'est ça qui fait notre avance. Donc, les Chinois peuvent aller très vite, les Américains peuvent aller très vite, mais en final, le edge qu'on a chez Resolve Stroke, il est ici, il est français. Et nous, moi, mon rôle en tant que CEO, c'est de le cultiver et de le garder. Hein. Ok, bon, très clair. Eh bien, merci beaucoup Aritz, merci pour tout ça, c'est clair. Je suis impatient de suivre tout, voilà. Et puis j'aimerais bien qu'on voit des images aussi un jour de ce que ça donne et de la différence, parce que là c'est très virtuel, c'est à l'oral qu'on a vu ça. Enfin, on est sur YouTube aussi, vous pouvez suivre la chaîne, mais je sais pas si on peut. Tu as des trucs à poster en vidéo ? Oui, on va le faire. Après, c'est des images qui parlent à des médecins. Ouais. Mais si vous voulez présenter à un médecin qui vous les lit, il faut dire. C'est extraordinaire, ça va beaucoup m'aider. C'est vrai, ok. Bon, éventuellement, s'il y en a quelques-unes à rajouter à la fin, on fera ça. Après le podcast sur YouTube, ça peut être rigolo quand même. Au moins que les médecins qui nous ont écoutés regardent ça et se disent waouh. Ok, puis on te contacte. Merci en tout cas, Aritz. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Rejoignez OVNI un peu partout. Vous pouvez nous retrouver, je l'ai dit, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. C'est bien, l'audio aussi, ça fonctionne bien. Et vous pouvez aussi éventuellement retrouver
no deal sur Roundtable ou investir chez OVNI. Vous le savez, je le dis jamais assez, tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je prends tous les. Toi, t'as tes précautions à avoir. J'ai les mêmes caveats. J'ai les mêmes. Vous aurez appris ce que c'est un KOL peut-être pour certains. On a appris plein de choses. Moi, j'étais ravi. Merci Aritz, merci à vous tous. Salut, bisous. Cool.